Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche et de plein air avec moi, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Un matin, il fait fret. On va faire la météo bien vite, OK? Moins 27, pas de vent, levé 7h24, 5h02 le coucher, 1000 la pression barométrique. Ça veut dire qu'il va faire super beau parce qu'ici, on le sait que c'est 9,88 la pression barométrique. La Lune, 89%. Puis l'activité incorrecte, je ne l'ai pas checké. Fait qu'on va dire que c'est une bonne journée, mais il va faire fret en tabouin. Puis, j'ai mal commencé mon matin, mon café le matin. Parce que quand c'est dimanche, c'est mon drup au. Ça a de l'air publicité, là, mais c'est pas ça. C'est vrai que c'est de même. Je me trouvais, j'avais de l'air de. Mais c'est vrai le matin, à tous les dimanches, je me prends un Blue Mountain. C'est ma gâterie de la fin de. Mettons de ma semaine de travail, je me gâte avec ça. Puis ce que je fais, c'est, tu sais, quand vous mettez votre poche dedans, elle n'est pas là matin, hein? Je mets ma poche, puis là, je verse mon eau bouillante dessus pour faire une crème sur le dessus du café. OK, j'adore ça. Mais un matin, mon eau était bouillante, puis j'étais trop haut, j'ai fendu à la poche. Ah! C'est pas vrai que je vais scraper une poche, là. Fait que j'ai sorti un étamine, j'ai mis ça dedans, fait tremper ça là-dedans. J'ai sauvé mon café. Il y a des journées plus dures que d'autres. Hier, là, ça a été vraiment la journée des questions, la journée des affaires. C'était effrayant hier comment j'ai eu des questions. C'était plus ours de ce temps-là. Là. C'est plus les questions d'ours qui reviennent. Fait qu'un matin, ben, je vous dis qu'on va parler d'ours. Mais avant, j'ai eu une bonne question de Éric Boucher. Éric, ce qu'il me demandait, je veux juste être sûr là, que je ne me trompe pas, parce que là, je suis chaud, je suis pas mon. Ah oui, je vais faire le tirage du cadeau après. La boîte, je l'ai mis où, ma boîte, un matin? Ah, ma boîte est là. Mais avant, j'ai Éric Boucher qui m'a demandé, Steph, quand tu as ta pochette de même, il dit, moi, j'en ai une, puis il dit, j'ai attaché mes jumelles pour ne pas les perdre avec un élastique. Mais pas un élastique, mon chum. Parce que quand tu vas étirer tes jumelles, tu vas regarder, tu vas les échapper. Si ça pète, tu vas recevoir ça dans le visage, puis le recevoir un œil, puis ça ne te tente pas. Mais c'est pas commode, parce que ça swing. Puis si, mettons, pourquoi qu'on les attache, regardez bien là. Ah, c'est bon, j'ai pensé que je les avais attachés un matin. Après vos attaches, moi le faire, moi vous le montrer. Quand là, je mets mes. Quand tu mets ta pochette, là. OK. Elle va être tout croche, là, c'est pas grave. Là. Comme ça. Bon. OK, tu mets ta pochette, là. OK, fait que là, tabarnak, j'ai soigné ça, tout croche au matin. OK. Bon. Fait que là, t'as ça. C'est fait justement pour attacher ça. Tu vas venir, c'est deux petites clips qui viennent se clipper. Clouc. Tu pognes l'autre ici. Clouc. Puis c'est fait que pendant que tu chasses, tu peux regarder dans tes jumelles, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Tu peux les rentrer dedans bien facilement. Mais si pendant que tu chasses, tu as lâché, attiré, ou peu importe, tu les mets dedans, tu ne regardes pas, ils vont rester accrochés, tu ne les perdras pas. Fait que c'est pour ça que les sangles, puis c'est pour ça qu'on dit de ne pas prendre d'élastique, parce que si. C'est tout croche. Le matin, hein, mon enfant? Mais c'est pour ça qu'on dit que si tu. C'est bien fait, regardez bien ça. C'est tout avec des clips. Tu places ça, tu arranges ça, bading, bading, c'est réglé. Mais tout ça pour vous dire que quand tu veux les attacher puis tu veux que ça soit correct, ben les sangles, pour pouvoir les retenir, c'est fait justement pour pas d'élastique. Je te le dis, là, je l'ai déjà essayé. Je te le dis, là, tu vas faire un élastique de saut quand ça va te péter dans le front. Mais c'est juste ça. C'est un bel équipement. C'est une affaire, c'est pratique parce que tu l'as tout le temps dans le cou. Puis en plus, ben, t'empêches de les perdre. Fait que, c'est une bonne patente. Donnez-moi une seconde, j'ai oublié ma boîte. Si j'oublie tout le temps, une fois sur deux, j'oublie. La boîte cadeau ce matin. Tading, on fait tirer un autre boîte cadeau. Pour de vrai, là, vous êtes sans aucun doute la meilleure gang que j'ai jamais vue parce que vos commentaires sont fins. Puis s'il y a des commentaires, on va dire ça de même, des commentaires constructifs tout le temps,
Vous êtes vraiment une gang hallucinante. Puis la boîte a fait... Hier, là, je ne sais pas ce qui est arrivé, il y a eu 7-8 personnes qui m'ont dit on la trouve plus, t'as-tu arrêté de la vendre? Non, on l'arrêtera pas de la vendre. C'est un excellent moyen. C'est sûr que vous allez voir, là, on va sortir. Vous m'avez envoyé des commentaires. Je capotais là-dessus, qu'est-ce que vous m'avez marqué, mais qualité-prix, ben, c'est un échantillonnage, je pense que je l'avais manqué, de produits intéressants pour une fraction du prix que ça vaut. Fait que, on vous l'a dit, on voulait vous gâter avec ça. Fait que c'est ça. Fait que le gagnant matin, c'est Claude Bouffard. Claude, je t'ai envoyé un texto, fait que tu fais que me répondre par Messenger. J'ai besoin de tes informations, puis on va t'envoyer ta boîte avec un gros plaisir. L'autre affaire que je voulais vous parler, il y en a qui m'ont dit, on a de la misère on revient tout le temps avec les maudites publicités, là. Mais si vous allez sur le site de la Fermonnette, OK, puis vous allez voir, là, je suis là, faites juste cliquer sur l'onglet, puis, hop, attendez, il va partir, là. Bon matin voilà. tout le monde. Ah, ben matin. Bienvenue dans On Jase. C'est le On Jase d'hier. Elle avait de l'air plus poqué hier qu'un matin, il a bien dormi. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez aller directement sur le site de la Fermonnette, puis aller écouter On Jase sans publicité. Puis vous pouvez poser des questions, la même affaire. Question, clouc. C'est différent un peu de Messenger parce que ça rentre, je pense que ça rentre dans mon courriel, mais je vous réponds quand même. Quand vous pas la tête, je fais le tour de tout, là, puis je les vérifie toutes. Même si ça commence à en faire pas mal. Mais c'est ça, je voulais vous dire que si vous ne voulez pas les publicités, allez simplement sur le site de la ferme. On vous transfère les On Jase à tous les jours que ça arrive. Je reviens avec l'UPF. Les dons, les gars, ils vous remercient du fond du cœur. Les dons n'arrêtent pas de rentrer. Ça va donner une bonne partie, un bon fond de roulement pour que les gars soient capables de commencer à avancer encore plus vite. Fait que merci à tout le monde. Les gars voulaient que je vous dise un gros merci pour le don que vous faites à l'UPF. Les attaches jumelles, ben j'ai été trop vite un matin, je vais me marquer en bonne place. OK, et voilà. J'ai Éric Filion qui voulait savoir, Steph, comment tu fais pour trouver un site nourricier quand tu chasses soit le chevreuil ou l'orignal, mais lui c'est plus pour le chevreuil. Et j'ai de la misère à me retrouver là-dedans, comment faire. Ben, écoute, la meilleure façon, c'est sûr que par la prospection, tu ne peux pas passer par-dessus ça. Tu vas remarquer, ce qu'il faut que tu... Première affaire que tu vas faire, c'est sûr que si tu as du agro-forestier, ben là, c'est les champs qui vont mener ta patente versus le bois que tu peux avoir. Mais si tu es dans les montagnes, comme moi, dans les Laurentides, la forêt boréale, la forêt dense, ben la meilleure nourriture, là, c'est quand que le soleil rentre. Quand tu te promènes en plein bois, puis tu vois que le soleil va réussir à aller plomber un flanc de montagne, exemple côté sud, ou sur une transition où que le soleil rentre, tu vas voir, là, c'est gorgé de repousses de petits arbres, ce qu'on appelle les sous-étages. C'est là que c'est. Puis si tu t'approches de ça, puis tu commences à regarder, tu vas voir, les bourgeons souvent sont tous mangés, les feuilles sont arrachées. C'est là que ça se passe. Le problème, c'est que quand tu es dans une forêt pleine, une forêt dense, ben il y a de la bouffe partout. Fait que c'est dur de concentrer ton gibier pour savoir où est-ce qu'il va passer. Là, il va falloir que tu regardes plus les dortoirs, où est-ce qu'ils peuvent avoir des places pour se coucher, des places qui vont se sentir en sécurité, des places qui n'auront pas de misère par rapport à la prédation. Puis là, ben, ça va t'amener à trouver tes sites. En tout cas, pour une autre question, Eric, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de t'aider ou même au pire, envoie-moi une carte puis on va regarder ensemble. Mais tu n'as pas bien le choix. C'est la seule façon que tu as en forêt de voir où est-ce que. À moins que tu aies des arbres fruitiers, par exemple. Si tu as des chênes, si tu as des pommiers, si tu as des merisiers, bien ça dégage des glands ou ça dégage de la bouffe. Bien là, ça va les concentrer à cet endroit-là. Mais à part de ça, tu n'as pas le choix. Il faut que tu saches lire entre les lignes puis voir un peu comment ça va aller. Mais je vais t'avouer que tu as raison. C'est pas facile à déterminer. Identifier un gros ours. Hey, ça, là, c'est la question qui tue en tabarouette quand on va à la chasse. Si tu es un gros, si tu pas un gros. Lui, ça la branche, si tu es un gros, si tu pas un gros. Le seul truc que je peux vous donner, là, qui ment pas, c'est ça. La paire de fesses dans le front. Voyez-vous, dans le front, entre les deux oreilles de l'ours, il y a une ligne, là. Bon, ben quand ils ont ça, c'est un ours mature. Les muscles se sont formés en entour du crâne pour avoir une mâchoire, pour avoir un cou solide, pour quand il veut tirer de la viande, quand il veut tirer sur quelque chose, peu importe.
c'est à peu près le premier gros truc. Après ça, tes oreilles. Mais regardez bien comment c'est fourrant. Lui, je le sais que c'est un gros ours avec la paire de fesses dans le front. Lui, c'est pas dessus. Des longues oreilles, un ours, elle n'est pas claire la photo, un peu plus allongée, tu sais, une face plus allongée, c'est sûr que c'est juvénile. Lui, c'est un ours de pas plus que 100 livres, ça. OK? Fait que, il y a ça. Regardez bien celle-là. Oh, c'est un gros, un petit? Ben, c'est un très petit. Un nez fin, des oreilles bien longues. Fait que là, bon, on le voit. Puis souvent, là, je vous dis ça, je m'avance sur quelque chose, mais souvent, quand c'est un nez fini en long, plus en long qu'un nez court, ben ça va être une femelle aussi. Les femelles sont plus, ils ont la physionomie plus fine, OK? Regardez bien celle-là. Lui, c'est un adolescent. Des longues oreilles, des longues pattes, bien allongées, une face longue. Tu sais, ça ressemble à nos ados, trop longs bras, pas cette... tu sais, là, c'est ce que je veux dire, j'en ai deux, moi. Fait que ça, c'est un adolescent. Encore là, les longues oreilles, une face petite, un long nez, pas signe que c'est un bel ours. C'est sûr que ça ment pas. La physionomie de l'ours, la façon qu'il est fait, tu sais, si on regarde comparé à l'autre de tantôt, regardez-y à Bédène, il y a de l'air court, mais tu sais, lui, regardez-y à la grosseur, là. Ça, tu niaises pas, c'est sûr que tu vas le ramasser. Mais la question qui tue, c'est celle-là. Tu tires ou tu tires pas? Vois-tu une paire de fesses dans le front? Les oreilles sont pas trop longues. Là, tu prends un guess. Il n'y a pas le nez long. Tu vas arriver à côté. Je vous le dis, là, j'ai fait un film à un moment donné, là, c'est ça qui rentre. Puis il rentre, là, tu sais, bien tranquillement. Je fais, ah, ça, c'est un gros mâle. Puis là, je le vois arriver dans les feuilles. Oh, je te vois ça. Pouf! Arrive à côté, il faisait même pas 100 livres. Calique! Puis dans le film, là, tous ceux qui avaient vu le film, ils avaient dit, ah, c'était un bel ours. Et quand je suis arrivé à côté, il rentrait dans mon sac à dos. Mais c'est ça la chasse à l'ours. Après ça, tu peux te mettre des barèmes, tu sais. Tu mets ton drum debout. S'il arrive à hauteur du drum, il est plus que 200 livres souvent, tu sais. Après ça, là, tu peux essayer de jouer, mais c'est vraiment pas un animal facile à gager. Mais la paire de fesses dans le front, ça ment pas. J'ai Steve Barin qui m'a demandé, Steph, un habitat parfait pour les salines, ça serait quoi? Bien, ça revient un peu à ce qu'on parlait de la question de tantôt avec l'habitat et la nourriture. Mais, tu sais, si tu ne veux pas manquer ton coup pour une saline, là, OK, tu vas essayer de trouver une transition. Pourquoi? Bien, parce que c'est l'autoroute. C'est là que tout passe. Fait que, tu sais, tu vas trouver une place de mer. Moi, ce que je vais faire, c'est que avant de faire une grosse saline, je vais faire les micro-salines. Puis je vais tester comment est-ce que mes orignaux, mes chevreuils, ils aiment la saline. Fait que je vais en faire dans les bas de montagne, sur le bord d'une swamp. Je vais en faire sur le top d'une montagne où est-ce que c'est sec. Je vais aller en faire, mais rarement, jamais tu vas me voir faire une saline d'une place ouverte. À moins qu'il n'y ait vraiment pas de pression, que ça soit vraiment tranquille comme spot. Mais à part de ça, moi, je suis tout le temps dans le bois. Parce que dans le bois, ils sont en sécurité. Encore plus s'ils sont le long d'une transition. Un saut sont dans le sale, un saut sont dans le clair. Ils sont tout le temps en sécurité. Mais dans des places ouvertes, j'aime pas ça. Tu sais, les grandes baies de foin là, que tu vas en mettre, c'est sûr que quand il n'y a pas de pression, il n'y en a pas de problème. Mais je te dirais, fais attention à ça. Là, joue plus la game des transitions avec, trouve la nourriture. Tu sais, si c'est un bûcher, tu sais, l'idéal, là, un beau bûcher de 3-4 ans, une slip de bois clair, une slip de bois sale, tabarnouche, t'as tout ce qu'il faut. Là, tu vas aller mettre ça là, t'as des bonnes chances que ta saline... Oh, il y en a qui commencent à m'écrire un matin. C'est sûr que là, tu vas commencer à avoir de quoi d'intéressant. OK? Fait que c'est à peu près ça. Hey, là, on jase, il est plus tard le matin. Hein. J'ai dormi le matin. On est dimanche, là. On verra pas fou. Puis toute la semaine, je vous ai dompé ça. Je pense qu'il était à 4 h du matin. Je dormais pas cette semaine. Fait que j'ai fait ça. C'est pour ça que ça commence à me texter. Le problème du coyote, ce serait probablement par la faute de l'être humain. Ben oui. Parce que on a voulu à un moment donné exterminer le loup. Puis, il faut comprendre que dans les écrits, puis sur le terrain, on le voit très bien, le loup et le coyote ne cohabitent pas ensemble. Le coyote
le loup ne le tolère pas. Et quand une meute de loups rentre dans une meute de coyotes, c'est sûr que les loups vont faire le ménage. Mais dans les années, je vous dirais, jusqu'en 67 jusqu'à 71, le gouvernement, il y avait une mode qui avait parti par les journalistes, par plein de monde qui disait abattre le loup, le chevreuil se fait manger. Fait que le gouvernement avait mis en place des façons drastiques d'éliminer le loup dans des secteurs bien précis, comme nous autres ici dans le Nord. Ici, ils l'ont fait solide. Puis c'était pas compliqué, c'était par empoisonnement. Mais avec le temps, ils se sont aperçus, ça a arrêté ça en 1971. Qui ont vu que c'était pas une des meilleures façons, puis d'éradiquer complètement la race non plus, c'était pas. Socialement, ça se faisait pas. Mais le loup avait tellement de mauvaise réputation dans ces années-là que par tous les moyens, ils voulaient l'éliminer. Après ça, ils ont embarqué des trappeurs, puis là, c'est les trappeurs qui ont commencé à faire la job pour contrôler les patchs de meurtre de loups, puis voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça. Mais ce qu'ils n'avaient pas pensé, c'est qu'au sud, le coyote commençait à monter, puis en enlevant la majorité des meutes de loups qu'il y avait. Tu sais, le loup, là, il descendait à peu près dans les Laurentides. Je ne parlerai pas, là, je vais parler de mon coin, parce que, tu sais, au Lac-Saint-Jean, je sais qu'ils n'ont pas ce problème-là, Québec non plus, mais malgré qu'à Québec, dans ce temps-là, les loups venaient se coller sur la ville de Québec. À cette heure, ils sont dans le parc, puis assez haut dans le parc. Mais tout ça pour vous dire que en exterminant le loup, ils ont donné la place au coyote. Puis le problème du coyote qu'on a aujourd'hui, ben, c'est un peu ça, là. On a joué avec la nature, ben là, on vit avec ce débalancement-là. Puis j'ai tombé sur un article, c'est un article traduit du QDMA, c'est Michel Dufort qui a traduit ça sur sa page, ou je pense que c'est la page de Fédé, en tout cas, je ne sais pas. Là. Mais ce qui est intéressant, puis moi, ce que j'ai retenu de toute cette étude-là, malgré que l'étude était beaucoup basée sur le Midwest américain, comparativement à ce qui pouvait se passer dans l'Est américain, qui ressemble plus à nous autres, mais par exemple, dans l'étude qu'ils ont faite, ils constataient que le coyote va s'adapter rapidement à ces endroits, parce que où est-ce qu'il vit, le coyote? Il chasse avec ses yeux et avec son nez. Puis c'est pour ça que dans le Midwest, dans les champs, le coyote, c'est facile de voir où est sa proie. Ils vont partir, ils vont aller le chercher. Mais quand ils arrivent dans les forêts comme nous autres, dans les forêts denses, dans les forêts boréales, il y a moins de vision. Donc là, il a fallu qu'ils se trouvent un moyen de s'adapter. Puis ils ont remarqué qu'avec le temps, les coyotes du Midwest, puis le coyote de l'Est, puis du Nord, on va dire ça, il est devenu plus trapu, plus court. Parce qu'il faut qu'il se promène entre les arbres. C'est fou, hein? Les oreilles ont rapetissé parce qu'il faut qu'il soit plus furtif comparativement à ce qui se fait dans les champs ou dans les plaines, où est-ce que le coyote il a les oreilles plus longues, il est plus élancé. Il n'a pas besoin de ça, il faut qu'il court vite. Parce que dans le bois, il faut qu'il soit... C'est fou comment est-ce que la nature s'adapte. Puis le Christi de coyote, c'est ça son problème, c'est qu'il s'adapte trop vite par rapport à ce que la faune peut recevoir de lui. Fait que là, ben, avec ça, ben là, c'est là qu'on voit le problème qu'on a ici. Puis là, ben, au-delà, ceux qui le savent, là, je ne l'aime pas, moi, cet animal-là. J'ai rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que je ne l'aime pas, mais je trouve qu'il est très, très, très efficace. On va dire ça de même. Il est très efficace comme prédateur, trop efficace pour ce qui se passe au nord du fleuve, parce que, à cause de la forêt, de la neige, le coyote, c'est une machine de guerre. Puis, à cause justement de son adaptation. Puis là, ben, il commence à penser que dans l'étude que j'ai lue, puis j'ai été en lire un autre aussi. Oui, il y a eu des mix à un moment donné. Tu sais, mettons, un gros coyote qui aurait accouplé une jeune femelle coyote, pas femelle loup, une jeune femelle loup, ben ça aurait donné, il appelle ça des coïs loups. Puis là, ils disent que dans la génétique, ils s'aperçoivent qu'avec tout ce qui ont sorti de la génétique, ben si j'ai oublié le nom le matin. Mais en tout cas, il y a des gènes, c'est ça, il y a des gènes de loup et de coyote maintenant mixés. Fait que ça a fait une super hybride. Puis cette super hybride-là, ben, il y a la capacité des deux. C'est pour ça qu'il est efficace. En tout cas, tout ça pour vous dire que ça partirait de l'homme, le problème encore. C'est pas drôle pareil. Hein? Il va falloir faire de quoi avec ça. Là. Je vous le dis, on s'en sortira pas sans ça. Une autre affaire. Le reportage de la semaine verte. Hey, vous avez été, je ne sais pas combien de dizaines à m'envoyer ça. Va écouter ça, va écouter ça. Il parle des orignaux, il parle des inventaires qu'ils ont fait pour tout le kit. Ben, c'est dans... c'est que je l'ai-tu marqué? C'est au Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est dans le parc national du Fjord, parce que là, c'est dans un parc national et non pas dans les parcs provinciaux. Parce que la CEPAC gère les parcs provinciaux et gère aussi les parcs nationaux. Parc national Canada, parcs nationaux au Québec. Parc national, pas de chasse. Ils sont là pour éduquer. Camping, un petit peu de pêche, mais parc national,
Pas supposé avoir de coupe de bois non plus. Pas sûr, je sais pas s'ils le font. Pas sûr, mais ils ne sont pas supposés. Parc national. Puis, ce qu'ils voulaient faire, c'était essayer de voir la grande faune qu'il y avait dans ce parc-là. Puis, j'ai aimé ça quand le gars, il dit par hélicoptère, ce n'était pas vraiment parfait. Puis là, par caméra de surveillance, on a des meilleurs résultats. Faire une parenthèse, là. On n'a pas deux gars au Québec, que ça fait une dizaine d'années, qui disent que les inventaires sont mieux faits par caméra. Pas le gars du PF, me semble. Bizarre, hein? Tout le temps des... En tout cas, je ne partirai pas de rumeurs ce matin. C'est pas le but du On Jase. Mais tout ça pour vous dire qu'ils ont fait des inventaires. Ils appellent ça des inventaires aléatoires. De la grande faune. Puis ce qu'il y a de bon avec les caméras, puis je trouvais ça bon dans le point, c'est qu'ils sont capables de faire tout en même temps. Les ours, l'orignal, le coyote, le loup, le chevreuil, ils voient tout. Puis, c'est intelligent comment est-ce qu'ils ont fait ça, parce que quand ils disent aléatoire, ils vont servir des montagnes pour trouver les entonnoirs naturels, puis ils vont placer un paquet de caméras partout, puis là, ben, ils vont voir qu'est-ce qui passe, puis ils sont capables à partir de là de voir si la faune elle est abondante ou pas abondante. Naturellement, c'est un parc national, il n'y a pas trop d'êtres humains qui vont jouer là-dedans parce qu'ils font attention. Fait qu'on peut dire que la faune, elle est vraiment quasiment pas influencée par l'être humain, par la gestion de l'être humain. Puis, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont vu dedans. C'est sûr, de l'orignal, tout le kit. Mais une des passes qui était vraiment hot, puis c'est ça qu'ils disaient, c'est qu'eux autres, ils pensaient que quand ils vont dans le bois, ils ne voyaient rien, il n'y a rien. Il y a une passe qui a un orignal qui est mort sur le bord du chemin. OK? L'orignal s'est fait frapper, puis il est mort dans le bois. Ils ont mis une caméra pour voir. Fait que tu vois des loups venir manger, tu vois un ours venir manger à la carcasse. Pendant que le loup et l'ours, il est là, tout à coup, ils disparaissent. Une minute après, tu vois les agents de la faune arriver qui viennent constater le décès de l'animal. Les autres disaient, hey, on pensait pas ça. Il y avait une meute de loups une minute avant, puis il y avait un ours là, puis on se pensait tout seul dans le bois, puis ben, c'est toi qui rentre dans le territoire. Eux autres, ils vont se tasser, mais ils sont pas loin. Là. Pour l'avoir vu des centaines de fois, quand tu te places pour faire la job d'une caméra de surveillance, quand tu chasses, quand tu vois tout ce qu'il y a dans le bois, c'est hallucinant. Fait que c'était vraiment un bon reportage. Je vais avoir une chance de tomber là-dessus. Allez voir. Vous pouvez le retrouver là, en revisionnement facile sur Internet. J'aurai jamais le temps de passer à travers toutes mes questions. On va tomber avec Dominique Lévesque. Il y a 3 questions en rafale qu'il m'a posées, puis je trouvais ça intéressant pour la chasse à l'ours. Il commence à voir si j'ai de l'ours dans mon secteur. Je viens d'en parler. Mets des caméras, puis regarde ce que tu peux faire, puis mets des caméras un peu partout dans le bois pour voir. Sans ça, fais-toi un appât tout de suite, mets des caméras dessus, puis regarde qu'est-ce que tu as. Il y a des secteurs qui ne mentent pas. L'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie, c'est des places où il y a beaucoup d'ours. Après ça, l'ours, il n'est pas un fan des villes, hein? Fait que quand tu descends après ça de ça, à part Québec, que tu es très proche des ours, parce que Québec est vraiment placé un peu plus au nord, puis tu sais, avec le parc des Laurentides, puis tous les environnements, ben c'est ça. Mais tu sais, après ça, la Mauricie aussi, il y en a beaucoup. Mais après ça, quand tu tombes, comme nous autres ici, les Laurentides, il y en a, mais il n'y en a pas. Ça dépend où est-ce que tu vas aller. Après ça, le sud du Québec, plus difficile. Les cantons de l'Est, il y en a un peu, mais il n'y en a pas comme dans le nord. La Beauce, pas bien. Montmagny, c'est pas facile. Puis après ça, là, tu rentres en Gaspésie, puis là, tu as des secteurs qui commencent à en avoir beaucoup. Donc, la meilleure façon, c'est toi qui vas le savoir où est-ce que tu es. Mais si on parle de secteurs que j'ai nommés abondants, mais tu ne te manqueras pas ton coup, Dominique. À quel âge un ours est un prédateur pour un orignal? Normalement, c'est à partir de quand que la mère va les lâcher. À partir de 3 ans, 4 ans, quand il est juvénile, là, il commence vraiment à être un prédateur efficace. Surtout un juvénile, parce que là, sa mère n'est plus là, puis il mange à peu près tout ce qui tombe. Fait qu'il va sneaker, puis s'il tombe sur un veau orignal qui est couché ou un veau chevreuil qui est couché, il va le prendre, puis il va le manger tout de suite. Puis c'est là que s'il se met à découvrir que cette viande-là, il l'aime, c'est là, après ça, à 5, 6, 7 ans, il sait que dans une période bien précise, c'est bon à manger. Fait que c'est là qu'il devient un prédateur efficace. Mais normalement, 3 ou 4 ans, c'est là qu'il commence à être un prédateur efficace pour les veaux orignaux. Il dit, si je chasse l'ours dans mon territoire orignal, je vais-tu augmenter la prédation? Non, parce que s'ils sont là, ils sont là. Puis comme je te disais dans l'exemple du parc national, ben des fois on pense qu'ils sont pas là, mais ils sont là. Puis pas parce que tu n'en vois pas d'ours qu'il n'y en a pas.
Puis les excréments, ben, dans les places qu'il y en a beaucoup, tu vas en retrouver dans les chemins, tu vas en retrouver un peu partout, mais dans le bois, c'est rare, tu vas tomber sur des fientes d'ours, bien, bien rare. Parce que ils bougent. C'est une bébête qui est bien tranquille. Que non, écoute, depuis tout le temps que je vais à la chasse, là, puis que je vais en forêt, là, je n'ai pas vu 10 à l'état sauvage, là, je les ai surpris. Mais à la chasse en masse. Mais c'est bien, bien, bien rare que tu vas tomber dessus. Fait que tu n'augmenteras pas la prédation. S'il y a de quoi quand tu vas faire tes bêtes, puis là que tu en as, bien là, tu vas enlever ceux qui étaient déjà là, parce que c'est pas toi qui vas drainer des ours. Oublie ça, là. S'ils sont là, that's it. Ensuite, tu manges quoi à la chasse, Steph, comme snack? Ben, Christopher qui me demande ça. Christopher, moi, j'ai appris que je ne veux pas avoir grand stock de pesant dans mon dos. Fait que si tu parles quand je suis en expédition ou quand je suis à la chasse directement, des noix, de l'eau, puis si je passe une grosse journée, une fois de temps en temps, un sandwich, mais très protéiné. Moi, j'aime ça me faire des sandwichs avec des œufs, des crotons, de la relish. La relish, ouais. Mélange tout ça ensemble, ça fait une sandwich super bonne, super protéinée. Il y a la relish insucrée, des œufs, des crotons, fait que tu as tes protéines. Puis les crotons, c'est moi qui ai fait. Les crotons, c'est bon avec les crotons du magasin, là, mais un peu trop gras, fait que je me fais mes propres crotons. Puis ceux qui veulent la recette de crotons, là, est dans mon livre. Puis ceux qui la veulent, il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué à faire. J'en ai une vite faite là, que je fais avec de la crème de champignons, c'est malade, puis c'est super bon, puis c'est protéiné en masse. Fait que c'est à peu près ça. M'a souvent amené de la poudre de boost aussi, parce que je vais mélanger ça avec de l'eau. C'est protéiné, j'y vais avec ça. Quand je suis en expédition, c'est sûr, si j'ai un chalet, puis que là, je suis bien, ben là, c'est la grosse bouffe, puis la grosse patente, puis si je reviens au chalet pour dîner, tu sais, j'ai pas ce trouble-là. Mais en grosse expédition, souvent, des petites affaires dans le sac à dos, puis je suis capable de faire ma journée. Les noix, c'est merveilleux, parce que c'est de l'énergie, puis ça bourre tout de suite, puis tu y vas avec ça, fait que c'est souvent ça. Puis à cette heure, il y a assez de sortes de noix, tu as le chose du trappeur, du campeur, puis il y en a des sucrés, fait que tu en as pour tous les goûts. Linda me demande, Linda Bellil, pourquoi on voit tout le temps des blocs rouges? Pourquoi c'est pas des bleus comme là, puis c'est pas des blancs? Souvent, là, c'est le spéciaux que les gars vont acheter dans la région. Mais aussi, le rouge, souvent, il est un peu plus aimé. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, c'est le bleu. Peu importe. C'est à toi de faire les tests puis de voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais souvent, les gars vont marcher avec les spéciaux. La trace que tu as de cobalt dans le bleu puis la trace que tu as d'iode dans le rouge, c'est minime. Là, je pense que c'est 2-3%. En vérité, c'est un bloc de calcium, c'est un bloc de sel. Fait que casse-toi pas la tête. Moi, personnellement, j'y vais souvent avec celui qui me coupe le moins cher. Mais le blanc, tu vas poigner des spéciaux. Le seul problème, c'est que si tu es dans du freeland, ben ton bloc, il se voit de loin. Fait que là, ben, tu vas peut-être avoir des irrespectueux qui vont aller niaiser ou qui vont te voler ton bloc. Ça m'est déjà arrivé de me faire voler des blocs. Ah! J'ai passé à travers mon jazz. Je pourrais pas parler longtemps après parce que j'étais à 27 minutes. Fait que j'ai passé tous mes sujets. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Merci vraiment à tout le monde de venir écrire, de venir me parler. C'est jamais trop, c'est juste correct. Les 11 vont peut-être être dompés un petit peu plus tard à cette heure parce que ma routine change un peu avec le travail, mais on va être là quand même à tous les jours. Sur ce, likez, partagez, commentez, c'est important ces médias sociaux. Lâchez pas. Il y a une petite baisse qui est arrivée, mais on dirait que vous êtes allé plus sur le site de la Ferme Monette. C'est pas grave, mais likez, partagez, commentez, c'est important. Pour nos statistiques à nous autres. C'est important de savoir que vous êtes là. C'est bon pour le moral. C'est une belle petite claque dans le dos tout le temps, mais vous êtes tellement cool, tellement fin. J'adore être avec vous autres à tous les jours. Passez un maudit beau dimanche, puis on se reparle demain tout le monde. Ciao!